Donc, chers amis, bienvenue à cette soirée d'information sur le thème extradition et loi antiterroriste. Voilà, je vais juste dire 2 mots d'introduction à nos invités. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que c'est un mot sur le courage de parler et de témoigner et le courage d'écouter. Vous voulez dire, c'est quoi tout ça? Je trouve dans le climat actuel, il n'est plus évident du tout de dénoncer des situations qui sont inacceptables parce que les gens qui témoignent, ils sont d'office taxés des gens qui font une activité terroriste, entre guillemets, et les gens qui écoutent sont souvent déjà taxés de sympathisants de terroristes. C'est ça un peu le climat d'aujourd'hui. Je m'appelle Farida Arras et je vais témoigner donc du cas de mon frère. Donc je présente ici la photo. Donc il est âgé aujourd'hui de 46 ans. C'est un ressortissant belge. Il est ici en Belgique il était en Belgique depuis l'âge de 15 ans. Il a fait son service militaire ici en Belgique. Il a été commerçant pendant des années. Et donc il a tout simplement décidé de quitter la Belgique et d'aller s'installer de manière provisoire, donc tâtonner le terrain, donc d'aller s'installer à Melilla, ville dans laquelle vit toujours mon père, auprès de lui, avec sa femme, parce qu'il n'avait pas d'enfant et que donc il souhaitait éventuellement adopter un enfant. Donc en 2005, il s'en va vivre là-bas, il s'installe, il lance une affaire, et en 2006, donc en novembre 2006, il est arrêté une première fois. On ne sait pas sous quel chef donc il est arrêté, on ne sait pas ce qu'on lui reproche. Il s'avère que le Maroc en fait a demandé cet arrêt parce qu'il le soupçonne tout simplement d'avoir fait partie donc d'un groupe de Moudjahidines depuis 82. En 82, il n'avait que 20 ans. Et je vous assure qu'il n'avait même pas la connaissance de l'islam à ce moment-là. Donc on l'arrête. Donc entre-temps, le mot extradition perdure. On se dit, qu'en sera-t-il? Est-ce qu'il y a moyen encore d'introduire des recours? Est-ce qu'il y a moyen de tenter autre chose? Quand on a su donc dans la série de faits dont il était accusé, il y avait essentiellement donc ce qui le concernait lui, on le soupçonnait d'avoir fait partie donc des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Je vous rassure tout de suite, en 2003 et à la même date, mon frère était en train de déménager d'une rue à l'autre ici à Schaerbeek. Je me procure donc le certificat de résidence, l'historique du certificat de résidence de mon frère. Je le fais traduire et légaliser. Je l'envoie à l'avocat. Pour qu'on ne le considère pas comme soutenant donc des actes terroristes de loin financièrement ou que sais-je, je me suis dit, à cette époque-là, effectivement, également, il avait arrêté donc son commerce et donc il dépendait du CPS de la commune. Je me procure également donc une preuve de revenus qui est vraiment minime et je la fais également donc traduire, légaliser et je l'envoie aussi à l'avocat. Ces documents vont servir donc comme preuve. Donc premièrement, il n'était pas sur les lieux le 16 mai 2003 et il n'avait aucun moyen financier de pouvoir aider quiconque à part lui-même. Au départ, il était en détention à Madrid. Si je vous présente la carte comme ça, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la carte d'Espagne. Donc Madrid se trouve vers le centre. Il est transféré dans une autre prison qui se trouve à Badajoz, donc vers la droite de la carte, donc la gauche, mais vers le bas. Et très peu de temps après, il le transfère à... Excusez-moi, c'est l'émotion, j'en perds mes mots. À Algeciras, donc au sud de l'Espagne. On avait très très peur parce qu'en fait on avait l'impression, et on ne se trompait pas, qu'on avait l'idée donc de l'extrader incognito.
Et plus près il était, mieux ce serait. Donc, automatiquement, à partir de là, donc au mois de mars, qu'est-ce qu'il fait? Mon frère, donc, qui a une fois, donc, quand il était à Madrid, on avait très peu de contact. Donc, mon père, il avait très peu de contact avec lui parce qu'il n'avait le droit que de téléphoner une fois de temps à autre 5 minutes. 5 minutes d'appel, et c'était une fois par semaine ou bien une fois chaque 2 semaines. Mais une fois qu'il avait été donc transféré à Algeciras, il a le droit donc de téléphoner chaque jour 5 minutes à la famille, donc à mon père. Donc c'est le seul numéro qu'il peut formuler. Et donc une fois là-bas, on lui explique ce qu'il en est, et lui aussi il prend peur, il se dit qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi. Et donc il prend l'initiative d'entamer une grève de la faim, dans le but donc en parallèle que la famille tente d'autres démarches, donc de mobiliser le monde médiatique, en l'interpellant par le biais donc de cette grève de la faim, et qu'on prenne connaissance donc de son cas, que cette information donc puisse être diffusée de manière plus large, et qu'on craigne un petit peu l'opinion publique, et qu'on évite donc de l'extrader incognito. Donc il entame cette grève de la faim au mois de mars, et elle dure 2 mois. Donc il a arrêté parce que il n'a jamais eu l'intention de se tuer. Il a juste voulu donc mener à bien cette action. Il a perdu 32 kilos. Donc aujourd'hui, heureusement, il va beaucoup mieux. Donc il a récupéré. Et on a pu donc, grâce à cet acte et donc à toutes les actions que mon père, ayant été soutenu par des associations donc de la ville de Melilla, d'où on est originaire, j'avais oublié de vous le dire, et d'où il avait été appréhendé. Donc, on avait donc mené des actions telles que s'enchaîner à un monument. Ça avait alerté les médias. Le président de la ville avait demandé donc à les recevoir à ce moment-là. Il les a écoutés. Il a pris en considération le cas. Il a entendu donc ce qu'avaient à dire les représentants de la communauté musulmane donc de Melilla, qui avaient trouvé que c'était quand même assez discriminatoire, que jamais on aurait agi de la sorte vis-à-vis d'un Espagnol qui serait musulman, donc il y aurait un nom à connotation musulmane. Donc Imbroda, qui est le président de la ville de Melilla, fait un écrit au Premier ministre espagnol. On n'a toujours pas de réponse. Très vite après, il y aura donc aussi Amnesty International qui va être qui va mener des démarches donc pour éviter l'extradition. Donc il y aura 10 000 signatures récoltées et qui vont également être présentées donc à Madrid, mais nous n'avons toujours pas de réponse également. Et donc la situation pour le moment elle stagne. On ne sait pas ce qu'ils attendent exactement, mais alors là vraiment on l'ignore. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé pour le moment en tout cas. En fait, comme je suis assez émotive et que j'ai du mal à trouver mes mots, je préfère donc en fait l'échange questions-réponses. Madame Arras, bonjour. On est à Bruxelles-Ville. Vous avez participé à une conférence. Alors, vous nous avez dit que votre frère était en détention préventive en Espagne. Est-ce qu'il est né de quoi il est concrètement accusé par les autorités espagnoles? Concrètement, en fait, on le soupçonne. Il est soupçonné, il n'est pas accusé. Il est soupçonné d'avoir participé aux attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Et sur quelle base ils peuvent Aucune, en fait. Ils n'ont émis qu'une série de faits dans lesquels on reprend donc les faits donc du 16 mai, mais preuves concrètes, ils n'en ont aucune. Et c'est un cas particulier, votre frère, puisqu'il est également un binational, c'est-à-dire il a la nationalité belge et marocaine. Est-ce qu'il a aussi la nationalité espagnole ou pas? Non, non, il ne l'a pas eu. Non. Alors, il est détenu où exactement pour le moment? En Espagne. Quelle ville? Algeciras. Algeciras. Ouais. Et est-ce qu'il a déjà été libéré une première fois ou pas? En fait, il avait été détenu une toute première fois en novembre 2006. Il avait été libéré 4 jours après sous caution, donc il a dû payer 24 000 € pour sa libération. Et donc après ça, la deuxième fois, ça a été le 1er avril 2008. Et dans le dossier, est-ce que c'est l'Espagne qui le soupçonne des faits ou c'est le Maroc qui le soupçonne des faits? C'est le Maroc.
Et est-ce que vous avez une explication pourquoi le Maroc soupçonne subitement votre frère qui a passé une grosse partie de sa vie en Belgique? On s'est déjà posé la question mille et une fois. Et la conclusion La conclusion, c'est que bon, il a été commerçant pendant très très longtemps. Il a eu pas mal de connaissances. Est-ce qu'il est engagé politiquement? Non, du tout, pas du tout. Mais il est fort possible qu'il ait connu de près ou de loin quelqu'un qui aurait, je ne sais pas moi, par après, été pris par le Maroc, été interrogé. On n'en sait vraiment rien. Ça, ce sont vraiment que des suppositions. Je ne peux vraiment rien. Alors, est-ce que vous avez déjà demandé l'aide à la Belgique, étant donné qu'il est de nationalité belge? Oui, je me suis adressée au ministère donc, des Affaires étrangères. Et ils vous ont bien aidé ou pas, les autorités belges? Au départ, j'ai été bien informée par M. Théodirix, donc de son lieu de détention à Madrid, et donc du nom de l'avocat et autres. Donc il m'a apporté des informations au départ. Par la suite, non, pas du tout, parce que ils prétendent donc, étant donné qu'il est belgo-marocain, demandé par le Maroc, et qu'il est en détention dans un pays tiers, donc dont l'Espagne, ils ne peuvent absolument rien faire. Ok. Et qu'est-ce que vous comptez faire à ce stade-ci? Il est toujours en détention. Vous craignez qu'il soit extradé au Maroc ou pas? Qu'est-ce qu'il risque au Maroc? La torture. La torture? Oui, la torture. Parce que si déjà pour des cas beaucoup moins graves que celui dont il est soupçonné, on torture déjà. Alors pour un cas d'État dont il est soupçonné, il ne faut pas croire qu'ils vont le ménager. Vous avez espoir qu'il soit libéré un jour ou l'autre? Sincèrement, je l'espère vivement. Et je suis musulmane, donc forcément j'ai grand espoir. Mais mon espoir se place avant tout en Dieu. Et je souhaite sincèrement qu'il soit libéré parce qu'il est innocent. Merci beaucoup, madame. Donc un autre espoir que celui-là, je n'en connais pas. Je vous remercie. Merci à vous.